avait peur que vous en manquiez. Et deuxième question, estimer la valeur selon hypothèque mise de fonds. C'est ce qu'on vient de faire, évidemment, juste avant. Donc, ce sont les deux questions. Évidemment, le reste, on va le voir après. Donc, ce sont les deux questions que vous avez à faire. Donc, vous faites la question numéro 9, page 41, numéro 9, page 41. Et, comme d'habitude, quand vous avez terminé, placez votre pouce. Si vous ne pouvez pas faire l'exercice, rappelez-vous, comme tantôt, j'ai vu des gens qui l'avaient mis, mettez la petite horloge. Comme ça, au moins, on sait qu'on n'attend pas après la correction. Donc, numéro 9, A et B, placez votre pouce. Pouce plutôt quand vous aurez terminé.
现在完了。我不知道。刚刚给你买的，没有在玩了是吧？有玩。Je prends juste quelques instants à faire un petit rappel de ne pas oublier de placer votre pouce quand vous avez terminé. On devrait regarder la correction sous peu. Juste aller chercher quelques pouces de plus. On voit que les pouces commencent à apparaître, donc peut-être une minute ou deux. On va aller chercher quelques pouces de plus et on procède à la correction.
Nous allons regarder la démarche ici. Donc, on va aller voir l'exercice. On a une bonne majorité de pouces. On va regarder ensemble le tout. Et il y aura d'autres exercices. Évidemment, on ne les fera pas aujourd'hui, par contre, parce qu'on va faire la technique du coup. Exercice de technique du coup ensuite. Mais vous aurez à compléter les exercices. Et comme ça vous permettra d'en faire un peu plus en pratique. Et on les corrigera ensemble, évidemment, au prochain cours. Donc, dépendant du temps qui nous restera tantôt, eh bien, je vous laisserai le reste de la période, mais à corriger pour le prochain cours. En fait, vous allez finir le chapitre 2 au niveau des exercices. Nous ferons ensemble les exercices de la technique du coup. Et à la suite, vous finirez ce qui reste comme exercice. Il n'en restera plus beaucoup. Numéro 8 et également les petites questions au départ. Donc, on aura terminé l'aspect évaluation pour attaquer au prochain cours la souscription hypothécaire. Donc, allons chercher les paramètres du numéro 9 ici. Donc, pas numéro 9, numéro 9, oui, j'ai chapitre 2, numéro 9, donc page 242 et suivante. Ça sera pas bien long, le temps de me positionner. Ça, c'est le numéro 8, c'est pas celui-là ici qu'on veut. Un petit peu plus loin, un petit peu plus loin. On va aller plus loin, ce sera pas bien long, on va y arriver. Numéro 9, et voilà. Donc, on y va. Et vous me direz ensuite si ça s'est bien passé. Donc, estimer la valeur selon la méthode du taux global d'actualisation. Donc, on comprend que c'est les comparables ici qui vont intervenir. Donc, on doit trouver le revenu net de chacun des comparables et du sujet. Donc, nous avions évidemment les bruts, taux d'inoccupation, mauvaise créance, les dépenses, et nous avions un revenu net ici de 42 497 $ ici, probablement arrondi au niveau des sous. Donc, 42 497, ici, le revenu net de notre comparable 1, pas du sujet, mais du comparable 1 plutôt. Donc, comparable 1 ici, c'est ce que ça donnait. Donc, assurez-vous que les étapes sont bien respectées. On enlève l'inoccupation, mauvaise créance en premier. Pour du brut effectif, enlever les dépenses d'exploitation. Cet ordre-là, c'est vraiment important. La question avait été posée au dernier cours et je le vois encore dans les examens où les gens mettent tous ensemble sans respecter l'ordre. C'est pas bon, malheureusement, donc il faut vraiment faire attention. Nous avions comparable 2, je vais aller vous chercher la réponse ici directement. 43 992, possiblement arrondi à la scène près là, pour, évidemment, au dollar pour une présentation ici. 39 677 pour le comparable 3. Ici, donc, vous avez encore une fois toutes les démarches là, qui vous permettent d'arriver au bon revenu net ici. Et on termine avec, ici, évidemment, comparable 4, 38 502. Donc, 38 502. Et là, on a nos 4 valeurs de revenu net de chacun des comparables. On peut faire le calcul du taux global d'actualisation, le TGA, revenu net sur prix de vente, multiplié par 100. Donc, 9,14, 8,80, 9,34, 9,17, moyenne 9,11. Ici, donc la moyenne des 4. En n'appuyant pas sur le bouton pourcent pour faire la moyenne, parce que bon, ça va faire des problèmes de calcul, tout simplement la somme des 4 divisé par 4. Ça vous donnait les TGA de chacun et le TGA moyen au niveau du calcul. Et ensuite, il faut calculer le revenu net du sujet. Revenu net du sujet, on ne l'avait pas encore vu ici dans la solution, et on fait revenu net divisé par TGA moyen, et ça donnait ici 465 269. 465 269 ici. Première question intermédiaire, qui a eu pour le TGA paritaire ici, qui avait eu 465 269, ou à peu près là, avec les arrondissements. Là. Donc ici, 292, c'est très proche. C'est très proche, donc c'est probablement 12 arrondissements tout simplement. C'est bon, pas de problème avec ça. Très, très, très bon ici. Pourquoi mon ratio donnait 10,09, 11,36? Oh, est-ce que vous avez, ça c'est sûr que c'est dur à dire pourquoi vous êtes arrivé à ça, mais est-ce que, regardez Yvan, ici, regardez, est-ce que vous aviez bien au-dessus les revenus nets et en dessous le prix de vente? Est-ce que vous n'auriez pas fait l'inverse par hasard? Vous auriez fait prix de vente divisé par revenu net, vous auriez fait un MRN et non pas un TGA. Donc, vérifiez si vous n'auriez pas inversé. Vous aviez combien? Vous m'avez 10,09. On va le calculer. 465 000 divisé par 42 497.
10,94 ici. C'est exactement, c'est ça que vous aviez fait. Eh bien, voilà. En tout cas, si je vous pose la question du MRN à l'intra, c'est sûr que je pense pas que vous allez avoir de misère, là. Mais faites juste bien attention parce qu'effectivement, ça peut donner la même chose parce qu'en réalité, on utilise les mêmes maudites données, sauf que la démonstration, la démarche n'est pas la même. Et, rappelez-vous tantôt quand je disais, l'OSC, ça se peut qu'il vous donne le TGA directement. Donc, s'il vous donne le TGA directement, il ne faut pas multiplier à la fin. Il faut diviser. Fait que vous voyez, c'est pour ça qu'il faut comprendre la démarche. Il faut vraiment comprendre la démarche parce qu'il ne faudrait pas que... Ouais, mais ça donne la même chose. Ben oui, ça donne la même chose. Mais c'est pas tout à fait la démarche, évidemment. C'est comme dire, je vais aller à Québec, mais je vais passer par Toronto puis me revenir par le Grand Nord. Ben oui, c'est sûr que vous allez vous rendre à Québec, mais c'est pas le bon chemin. Donc, il faut faire attention, évidemment. Mais, vous l'avez trouvé. C'est ça qui est important. Hypothèque mise de fonds. Donc, hypothèque mise de fonds, ici, nous avions plusieurs infos et on vous dit dans la réponse, bon, on a pris 400 000 comme emprunt fictif, mais prenez l'emprunt qui vous tente. N'importe quel emprunt fictif, n'importe lequel. Amusez-vous. Donc, c'est ça qui est vraiment important ici de comprendre. Pour les fins du scénario, on a pris 400 000. On aurait pu prendre 22 piastres. Prenez ce que vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Donc, 12,2, N300, 8,5, emprunt fictif quelconque, celui que vous voulez. C'est la seule chose qui ne marche pas, c'est zéro. On ne peut pas prendre une hypothèque à zéro, mais le reste ici. Bien, exactement, je te dis exactement, parce qu'en prenant 1 $, vous évitez la division par l'emprunt fictif, parce que vous divisez par 1. En divisant par 1, vous n'avez même pas besoin de le faire. Juste paiement x 12 et le travail est fait. Moi aussi, effectivement, j'utilise 1 $ à chaque fois. Ça me sauve un tiers de calories et en plus de ça, ça me sauve une seconde. Donc, bref. Mais c'est vrai, vous avez raison. Ça évite de faire des erreurs parce qu'au moins, si tu ne divises pas par ton emprunt, en faisant 1 pour 1 $ simplement, mais ça ne causera pas d'impact. Donc, effectivement, moi aussi, quand je le fais, je prends toujours 1 $ et c'est la façon la plus rapide de le faire. Le paiement, on s'en fout du paiement parce qu'en réalité, ce n'est pas le paiement lui-même qui nous intéresse, mais plutôt paiement x 12 divisé par l'emprunt fictif et ça donnait ici 0.09 544 36 22. C'est ce que ça donnait ici. Désolé, je suis en train de mourir, donc petite gorgée d'eau. Donc voilà ici ce que ça vous donnait. Et ensuite, on réalise la parenthèse M fois F. Oui, effectivement, mettez ça en mémoire. Mettez ça en mémoire. Ça, c'est tellement plus simple que de chercher à essayer de réécrire. Là, vraiment, là, star 1, star 2, star 3, j'utilise les mémoires. Chaque fois que je fais ce genre de calcul, sérieusement, ça évite les erreurs. Première parenthèse, mémoire. Deuxième parenthèse, mais sans mémoire. Ici. Et après ça, on va prendre mémoire 1, donc recall 1 plus recall 2, ou vos numéros de mémoire que vous avez utilisés, peu importe. Donc, vous additionnez les deux mémoires ensemble. Recall première mémoire plus recall deuxième mémoire égale. Et il va vous donner ici notre TGA sur l'hypothèque mise de fonds. Et revenu net sur TGA, 388 000 ici, 568. Ici, ce que ça donnait ici. Farida, je vois que vous l'aviez écrit tantôt. Donc, vous étiez arrivé à cette réponse-là. Et les autres, est-ce que vous êtes arrivé à 388 000 ici, 568 ou à peu près là, à quelques dollars d'arrondissement? Est-ce que vous êtes arrivé directement avec ça? Yvan, vous l'avez eu. Excellent. Christian également, soir, Caroline également. Donc, j'ai pas fini les pratiques. Pour aujourd'hui, ça va être la dernière fois qu'on le fait parce qu'on a d'autres choses à faire. Mais, regardez, c'est si difficile que ça. Il y a d'autres pratiques qui s'en viennent. Vous les aurez aussi dans le chapitre 3, chapitre 5, également chapitre 4, non, parce que c'est la fiscalité, mais on va attaquer ça encore dans d'autres chapitres. Donc, vous savez que la pratique va revenir et revenir encore. Donc, on va la refaire, la pratique, encore une fois. Donc, c'est pas terminé. Ça, c'est faut que comme on dit en bon québécois, j'embraye vers un autre sujet. Mais, vous voyez, pas tant mystérieux que ça. Pas tant mystérieux que ça. Donc, ça va de ce côté-là. On va aller dans le manuel de classe, finir notre chapitre 2, pour parler de la technique du coût. Et ensuite, exercices de technique du coût qui ne sont pas très complexes et nous allons nous arrêter ensuite. Vous finirez à la maison les questions de chapitre 2 qu'on revisera ensemble au prochain cours. Donnez-moi un petit instant, je vais reculer un peu, vous allez un petit peu loin. Technique du coût, page 43. Manuel de classe, je ne sais pas, je l'ai dit, le manuel de classe, page 43. 3 grandes techniques en évaluation. La parité, on l'a fait. Méthode du revenu, on l'a fait. On va la repratiquer encore, pas d'inquiétude. Et la méthode du coût.
ou la technique du coût, méthode du coût, technique, c'est la même chose, c'est synonyme, tout simplement. Une personne d'entre vous me disait de façon privée la dernière fois que ça l'avait été demandé à son examen de l'OACQ. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes dans la classe ici qui ont fait l'examen en résidentiel et qui pourraient m'en parler si vous l'aviez. Il la pose vraiment pas souvent, très, très rare. Et j'ai effectivement une personne qui me dit que ça lui a été posé. Évidemment, quand je reçois des messages en privé, évidemment, ça, je dis la personne, désolé si je ne vous nomme pas par votre nom, là, comme j'avais dit au début. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se rappelleraient peut-être qu'on ait posé cette question-là à son examen. Soit vous dites que vous ne l'avez pas eu, vous avez eu probablement les comparables. Donc, j'imagine que vous avez eu les comparables à l'examen de l'OACQ. Donc, les tableaux. Donc, évidemment, leurs examens, c'est pas toujours les mêmes. Ça tourne. Aussi, le référentiel de compétences. Le référentiel de compétences en résidentiel et en commercial inclut la technique du coût. Par contre, à date, dans les comptes rendus, c'est quand même très discret. C'est très discret. Mais une personne d'entre vous, un collègue ici nous en a parlé, m'en a parlé à moi en message privé, comme quoi avait reçu c'était dans son examen de technique du coût. On m'a même fait parvenir des exemples de que ça ressemblait. Donc, faut savoir quoi faire. C'est pas tant compliqué que ça. Quand je dis compliqué, je mets un petit bémol pour les courtiers. Ce que je veux dire par là, c'est que la partie difficile de la technique du coût, c'est-à-dire l'établissement du coût à neuf et la source d'information du coût à neuf et les dépréciations, le courtier n'a pas la compétence pour le déterminer. Il faut qu'on lui donne l'information. Donc, en lui donnant l'information, il peut en arriver au coût à neuf et aux dépréciations. Mais c'est pas à lui de dire, moi, je regarde l'immeuble là, et je pense que tel type de construction, c'est 15% de dépréciation économique ou fonctionnelle. Le courtier n'est pas un évaluateur agréé. Il n'a pas les connaissances pour le faire. Mais si je vous donne les infos, vous devriez être capable d'en arriver au résultat parce que c'est comme si tout l'évaluateur avait fait la job, OK, toute la job au complet, et vous, on vous demande juste, prenez les données, puis arrivez à la valeur. Donc, c'est de comprendre le principe de la technique du coût. Fait que c'est pour ça ce qui m'a été envoyé d'un collègue ici là, en classe, c'était à peu près ça. Tout le travail des calculs à l'origine, d'où viennent les valeurs à neuf et les dépréciations sont fournies, arriver au résultat. D'ailleurs, nous allons voir le même genre d'exercice ici en classe un petit peu plus tard dans nos exercices du cahier là, qu'on va faire tout de suite après. On devrait être en mesure de les faire tantôt avant de se quitter et le reste sera à finir à la maison. Donc, l'idée, c'est quoi? La technique du coût. La technique du coût n'est pas la méthode numéro 1. OK? C'est toujours une méthode qui vient appuyer d'autres méthodes. C'est-à-dire, la parité, on va toujours, évidemment, favoriser cette méthode-là parce qu'elle est directe du marché. Le marché nous parle ici directement. Donc, la méthode de parité est intéressante pour ça, mais quand tu n'as pas de technique de parité, quand c'est pas possible de trouver aucun comparable, aucun comparable, la technique du coût peut venir en renfort. La technique du coût également est utilisée pour appuyer la méthode de parité, tout comme elle est utilisée pour appuyer la méthode du revenu. Mais dire que je vais uniquement me fier à la méthode du coût, c'est pas l'approche, évidemment, qui est préconisée, parce que vous allez voir, c'est une méthode indirecte. On va partir d'un coût à neuf, on va y appliquer certaines dépréciations, et au final, qu'est-ce qui va arriver? C'est on va essayer de déterminer une valeur. Mais c'est sûr que si on avait eu des comparables ou la technique du revenu avec vraiment des chiffres de la rentabilité de l'immeuble, de l'argent qui rentre, c'est plus fiable comme valeur que de partir d'une technique du coût. Vous l'avez vu, par exemple, durant la pandémie, certains produits, les matériaux, par exemple, ont été affectés par le prix de la pénurie, la rareté de main-d'œuvre, le transport maritime qui a coûté très cher, qui a baissé de prix, les véhicules, c'est la même chose. Donc, la technique du coût base son calcul sur coût à neuf. Mais il y a un degré d'imprécision et c'est pour ça qu'on l'utilise surtout pour appuyer d'autres méthodes, évidemment, qu'on aura utilisées. Et dans les rapports d'évaluateurs agréés, bien, vous allez voir des coûts de reproduction, des coûts de remplacement. Donc, des coûts de reproduction, c'est des coûts à neuf lorsque on refait la même chose. Vous avez une toiture en bardeau d'asphalte et on calcule le coût d'une toiture en bardeau d'asphalte, ça existe. Si par contre, on a des morceaux de la propriété qui n'existent plus, comme exemple des boîtes à fusibles, vont être remplacées par des boîtes à disjoncteurs aujourd'hui en 2022, c'est des coûts de remplacement. C'est-à-dire qu'on va remplacer par quelque chose d'équivalent
mais on ne va pas reproduire la même chose. Ça n'existe pas. Fait que des fois, vous allez pouvoir voir dans des rapports d'évaluateurs agréés des remarques par rapport au coût de reproduction. On remet la même affaire et coût de remplacement. On remplace par quelque chose d'équivalent de ce côté-là. L'idée de la technique du coût, et on ne fera pas un cours d'évaluateur agréé parce que vous ne l'êtes pas, et ce n'est pas ça le but non plus, mais c'est de se dire, OK, qu'est-ce qu'on va faire? Là-bas, là, il y a un immeuble qui est construit déjà, usagé, qui a quelques années, quelques défauts, quelques caractéristiques. Et de se dire, écoute, il n'y a pas de comparable. Et la méthode du revenu, on ne peut pas l'utiliser, ou même si on l'a utilisé, on voudrait appuyer cette méthode-là. Tout comme la parité, on voudrait appuyer la méthode de parité. Comment peut-on utiliser la technique du coût? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est le sujet. Okay? Le sujet, il est là, il est usagé, il est là. On prend une feuille de papier blanc, puis on va partir du coût de construction à neuf d'un immeuble identique à celui-là. On va prendre tous les statistiques, les informations du marché, les coûts de construction, tout ce qu'on peut trouver, et c'est de se dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir à neuf. Mais on va regarder l'usure du sujet et autres dépréciations que je vais vous parler. Puis ce qu'on va faire, là, on va partir du coût à neuf, parce que ça, c'est facile à calculer entre guillemets. Hein? C'est rare que tu peux aller chez Rona acheter des matériaux usagés. Tu achètes des matériaux neufs, on met une fondation neuve quand on construit. C'est rare qu'on va arriver avec une fondation usagée. Ah, quand je t'ai vendu ma fondation, elle a 14 ans. Ben voyons donc. Ben, on ne fait jamais ça. C'est toujours neuf. Donc, on part du coût à neuf, puis on se dit, OK, toi, t'es vieux comment? Ben, je vais appliquer le même vieillissement sur le coût à neuf. Toi, tu as telle désuétude, dépréciation à cause de telle raison, mais je vais les calculer sur le coût à neuf. À la fin, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va donner ce qu'on appelle un coût déprécié. Je suis parti du neuf, je l'ai vieilli un peu parce que mon sujet n'est pas neuf, donc je l'ai vieilli, et également enlever d'autres dépréciations que je vais vous parler. Puis là, qu'est-ce que je vais avoir dans mes mains, sur ma feuille de papier? Un bâtiment qui a été déprécié, une valeur dépréciée, qui à peu près devrait normalement représenter à peu près la valeur de notre sujet. Mais la bâtisse du sujet, là, elle ne flotte pas des airs. Elle est assise sur un terrain. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer la valeur d'un terrain dans le quartier, dans le secteur. Comment ça vaut un terrain? Donc, je vais utiliser des méthodes de calcul pour trouver la valeur du terrain. Exemple, des prix au pied carré, les comparables de terrain, ou alors des méthodes d'allocation, c'est-à-dire je vais séparer la proportion terrain-bâtisse des vendus pour trouver juste la valeur des terrains. Comme exemple avec les ratios de l'évaluation municipale. Je vais appliquer ces ratios-là sur la vente des immeubles pour savoir la valeur des terrains. Donc, ce que je vais faire, je vais chercher la valeur du terrain. Évidemment, ça prend des connaissances là-dedans. C'est pour ça que les évaluateurs agréés sont capables de faire des choses. Moi, ce que j'ai vu, ce qu'on m'a dit, c'est que la valeur du terrain était donnée. Donc, on ne se casse pas la tête. Mais il faut qu'elle soit trouvée. Donc, j'ai une magnifique bâtisse qui flotte dans les airs, dépréciée, parce que je l'ai vieilli. L'autre bord, j'ai un terrain qui a été évalué terrain tout seul. Mais qu'est-ce que vous pensez qu'on fait? Pouf, et voilà. On les rassemble sur la feuille de papier et c'est ça ce que vous donne. Ce que ça vous donne, c'est la valeur marchande probable basée sur la technique du coût. On va segmenter terrain et bâtisse. On va analyser la bâtisse, trouver la valeur du terrain et les mettre ensemble à la toute fin. Voilà ce que font les évaluateurs agréés. Mais là, la bâtisse. Commençons par la bâtisse. Donc, commençons par la bâtisse ici. Comment ils vont, les évaluateurs agréés? Et là, évidemment, vous n'avez pas les compétences pour le faire. Donc, voilà pourquoi ce qu'on m'a dit et ce qui m'a été présenté, c'était déjà donné. Comment ça vaut une bâtisse? Et regardez où est-ce que vous êtes présentement. Okay? Vous êtes quelque part présentement, vous êtes dans une maison, un immeuble commercial, un condo, un plex, peu importe. Regardez autour de vous, là, puis posez-vous la question sans répondre. Comment ça vaut flambant neuf? Neuf, flambant neuf. Demain matin, j'appelle un entrepreneur, puis je dis, construis-moi la même maudite affaire. Peut-être que vous savez en valeur de revente, sur le marché, sur Centris, sur les reventes d'immeubles. Peut-être que vous avez la valeur, mais comment ça vaut le construire? Construction.
Ah ben là, je ne sais pas, là, il faudrait appeler un entrepreneur, il faudrait calculer, ben voilà ce que fait l'évaluateur agréé. Il va aller chercher des données pour calculer le coût à neuf. Et la première donnée qu'il va utiliser, à 2.7.1 à l'écran, c'est la parité. Tu vois, non, ça n'a pas d'allure. On est dans la technique du coût. Qu'est-ce que la parité fait là? La parité pour les coûts de construction. Pas pour des immeubles usagés. Pour la construction. Toi, là-bas, là, quand tu as construit, là, ça t'a coûté combien au pied carré ou au mètre carré, peu importe? Ah, ça t'a coûté tant de dollars du pied carré? Bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ta valeur à toi, puis on va l'appliquer pour ce que je veux construire. Il y a des données qui existent dans le marché. Les évaluateurs agréés ont accès à des banques d'informations. Il y a des gens qui sont spécialisés à compiler de l'information là-dedans. Si je vous dis, exemple, ça coûte 300 $ le pied carré, j'invente un chiffre comme ça, 300 $ le pied carré pour construire, et moi j'ai à construire flambant neuf un immeuble similaire, bien, qu'est-ce que je peux faire? Combien de pieds carrés j'ai besoin que je vais construire? 300 $ le pied, et bien voilà. Donc des coûts de construction obtenus par parité. Donc ça se pourrait qu'à l'examen loi CQ, on vous dise, l'immeuble a tant de pieds carrés, le coût de construction est de temps flambant neuf. Et bien voilà. Nombre de pieds carrés fois le coût de construction. La partie difficile, c'est de trouver le coût de construction. Et ça, c'est les évaluateurs agréés qui ont la compétence. Vous ne pouvez pas aller chez Rona, OK, avec votre feuille de papier. Bonjour, madame, là, j'ai besoin de vous pour une heure, là. J'aurais besoin de 2000 boîtes de clous. J'aurais besoin... Non, faites pas ça. La sécurité va vous mettre dehors. Donc, oubliez ça, c'est pas de même, ça fonctionne. Mais les évaluateurs ont des statistiques, ils ont de l'information, ils sont capables d'établir un coût de construction dans le marché en fonction de la superficie, évidemment, nécessaire. Mais des fois, le marché, et ça, c'est le premier paragraphe à 2.7.1, ça résume ceci. Des fois, le marché n'a pas l'information. Tu cherches, regarde tes banques de données, tes informations, tes ouvrages, tout ce que tu as, puis pas moyen de trouver un coût de construction. Eh bien, dans ce temps-là, l'évaluateur agréé utilise ce qu'on appelle la méthode des quantités détaillées. C'est-à-dire, regarde bien ce qu'on va faire, on va calculer tout ce que ça va prendre. C'est très long, c'est très fastidieux, il y a des logiciels qui existent qui vont aider en rentrant les paramètres de l'immeuble à faire ces coûts-là à l'unité, mais d'être capable de dire ça va prendre tant de 2x4, tant d'isolants, tant de planchers, tant de ci, tant de ça, vraiment matériaux et main-d'œuvre. Ça s'appelle la méthode des quantités détaillées. Heureusement, pour nous, courtiers et courtières, on n'a absolument pas la compétence de faire ceci. Ça demande une grande expérience. Souvent, ça demande des logiciels, des programmes faits pour les évaluateurs agréés. Ils plantent leurs dimensions, leurs infos, puis ça calcule tout de façon unitaire. Vous savez, il y a des logiciels pour ça. Les entrepreneurs ne commencent pas à compter le nombre de clous, là. Rentrent des informations, les plans, dans certains logiciels qui leur donnent un approximatif, exemple, du coût des matériaux, combien de feuilles de plywood, combien de ci, combien de ça. Donc, bref, un coût vraiment unitaire au niveau de la construction. Fait que ça, c'est une autre façon que les évaluateurs agréés ont de trouver le coût de construction à neuf. Mais, il existe d'autres statistiques dans le marché. Ça s'appelle la méthode des unités posées. C'est de se dire, et sûrement que vous, ici dans la salle, il y a des gens que ça leur est déjà arrivé personnellement dans certains projets. Vous allez chez Rona, chez Home Depot, peu importe, magasin de plancher, peu importe, Langto. Et là, vous dites à la personne devant vous, je veux, dans ma maison, mettre du plancher de bois franc en grandeur. En quantité détaillée, la personne vous répondrait, bien, ça va te prendre tant de planches, ou à la limite tant de boîtes de planches. Ça va coûter tant la main-d'œuvre pour le poser, tant la main-d'œuvre pour enlever l'ancien plancher. Ça va prendre tant de clous, tant de boîtes de clous. Ça va prendre également tant de ci, tant de ça. Ça, c'est la méthode des quantités détaillées, comme on a parlé juste avant. Donc, toute la liste très, très, très précise, et peut-être même le nombre de gallons de vernis et la main-d'œuvre pour le faire. Dépendant du type de plancher vous achetez, mais à ce temps, c'est tout pré-verni, mais bon. Vous voyez la logique. La méthode des unités posées, c'est de donner un prix unitaire pour l'élément. Exemple, vous allez au magasin de plancher et la personne devant vous vous dit, bien, madame, monsieur, c'est grand comment chez vous? Fait que là, vous dites, bien, c'est 1500 pieds carrés. Et là, la madame, monsieur, devant vous, regarde dans son manuel, dans son cahier, elle dit, écoute, un plancher de bois franc en chaîne, là, c'est 30$ le pied carré.
all inclusive. Tout inclus. On enlève l'ancien, on arrange tout, on remet le nouveau, on colle, on cloue, peu importe ce qu'on arrange, on fait ce qu'il faut, paf, ciao, bye, tu payes la facture, c'est 30$ le pied carré. Ça, c'est un prix qu'on appelle les unités posées. Ça existe dans la construction. Quelqu'un qui veut construire un mur en gyps, dans un building commercial, par exemple, il a besoin de 75 pieds de long. Il y a des unités posées. Ben, un mur, ça coûte tant du pied linéaire ou du mètre linéaire, tout simplement. Il ne va pas commencer à dire, ça prend tant de feuilles, tant de boîtes électriques, tant de vis, tant de ciment joint. Ça existe. Mais il y a aussi des données du marché qui disent, quand tu as un mur fini de 9 pieds de haut, ça coûte tant du pied linéaire. Pour le marché. Plancher de bois franc chez vous. La toiture chez vous. Donc, ça existe. Le gazon. Vous faites poser de la tourbe. Qu'est-ce qu'il dit la personne? Ben, c'est grand comment? C'est tant du pied. All inclusive, la tourbe posée, c'est tant du pied. Donc, ça s'appelle une unité posée. Alors que, en quantité détaillée, il vous aurait dit que tant d'heures de main-d'œuvre, tant de volume de terre, tant de rouleaux de tourbe, tant de ci, tant de ça, tant d'engrais. Alors que, en unité posée, je te pose la tourbe, c'est 3$ du pied carré. Et bien voilà, all inclusive, tout inclus. Et bien voilà. Donc, je ne vous demande pas de, comment je peux dire ça, savoir trouver des unités posées dans le marché. Je ne vous demanderai pas. Être un Français, oui. Effectivement, ça peut être la même chose. Effectivement, je viens de voir le message, je ne l'avais pas vu. Bref, il y a plusieurs possibilités. Pourquoi on fait tout ça? C'est quand vous allez voir un rapport d'évaluateur agréé, ça se pourrait qu'ils donnent des informations comme ça. C'est-à-dire qu'ils vous disent, il y a un coût de construction dans le secteur et de temps. Ah, méthode de parité pour les coûts de construction. Ou qu'ils vous disent simplement, nous avons tenu compte de planchers, d'exemple, de murs de briques à la grandeur de l'immeuble, à un coût de, mettons, 50$ le pied carré. J'ai un chiffre comme ça que j'invente. Bon. OK. Unité posée. Donc, il mène de la brique, lui, sur l'immeuble, ça coûte tant du pied. Donc, voilà. Juste pour comprendre que les évaluateurs agréés ont des gigantesques coffres à outils avec plusieurs méthodes. D'ailleurs, c'est un ordre professionnel, les évaluateurs agréés, là. Le travail que fait un évaluateur agréé est reconnu devant les tribunaux, est reconnu devant la banque. Tu sais, vous arrivez courtière, bonjour, madame, monsieur, la banque pour le financement. Ben, imaginez donc que j'ai évalué l'immeuble à 1 million. La banque vous regarde et dit, right, fantastique, bravo, madame, monsieur. On va appeler un évaluateur agréé qui, lui, a les formations pour évaluer et que son travail implique une responsabilité. Nous, on sait sommairement évaluer des immeubles, mais on n'a surtout pas la prétention d'être aussi bon qu'eux. C'est normal, on ne fait pas une formation d'évaluateur non plus. Et pour terminer, l'origine du coût à neuf, eh bien, il y a aussi des répertoires de coûts. CCR Québec pour le résidentiel, Boec, Marshall. Il y a des livres, il y a des documents mis à jour régulièrement par abonnement, c'est-à-dire que les évaluateurs paient pour les mises à jour, c'est normal, c'est leur métier, et ça leur donne des coûts de remplacement à neuf, au niveau exemple, des toitures, des bâtiments, de la construction, des garages. Le résidentiel, le CCR Québec est un ouvrage très utile pour les courtiers. CCR Québec qui permet d'aller chercher des informations sur les coûts, exemple des cabanons, des clôtures, permettent de faire vos comparables, vos ajustements. Eh bien, il existe des ouvrages comme ça ici qui aident les évaluateurs agréés. Évidemment, vous n'avez pas besoin d'aller jouer là-dedans. À part si vous êtes en résidentiel, le CCR peut, exemple, être pratique pour vous, aller chercher quelques valeurs contributives là-dedans ici. Oui, en fait, Joseph, vous avez raison sur un point, mais c'est en train de se calmer en ce moment. Et pendant la COVID, évaluer un immeuble, ça ne marchait pas. Okay, ça ne marchait pas parce que le prix, vous auriez pu mettre n'importe quoi. Les gens étaient prêts à faire un offre. Là, maintenant, on voit que, vous avez vu que les taux d'intérêt qui ont évidemment qui ont augmenté, les ventes ont chuté, et là, maintenant, les acheteurs sont un peu plus prudents, l'hypothèque coûte beaucoup plus cher, donc on a vraiment une meilleure analyse, et le retour à l'analyse comparative est en train de se faire présentement, ce qui, pendant la pandémie, sérieusement, j'avais peur de marcher à côté d'une pancarte, je pensais que les gens voulaient m'acheter, tellement que c'était la folie totale. Mettais une pancarte avec n'importe quel prix, tu recevais des appels. C'était complètement ridicule. Alors que maintenant, ce n'est plus ça du tout. Et vous avez pu voir, si ceux qui sont résidentiels ici, vous avez sûrement dû remarquer
la prudence de vos clients maintenant. Les hypothèques, ça commence à faire très mal au niveau des taux d'intérêt. L'acheteur ne veut pas surpayer une propriété. On voit même des baisses de prix. Donc, va revenir à un marché un peu plus normal. Et donc, les comparables vont devenir beaucoup plus utiles qu'ils étaient pendant la pandémie parce que ça montait, là, il n'y avait pas d'arrêt. Tout ça pour dire ici que l'évaluateur agréé aura un coût à neuf qui émanera d'une de ces méthodes-là ici. Heureusement, vous n'avez pas à faire. Mais il serait possible qu'à l'examen, on vous donne un coût au pied carré ou au mètre carré. Mettons, le coût à neuf est de 300 $ le mètre carré. J'invente quelque chose comme ça, je lance sur le fly. 300 $ le mètre carré. Le sujet à l'étude a 2000 mètres carrés. Peut-être pas 2000, 200 mètres carrés. Et bien voilà. Allez-y. Peut-être 2000, peut-être en commercial, des gros immeubles, c'est possible aussi. Là. Peu importe. Calculez le coût à neuf de cette façon-là. Mais vous auriez les paramètres pour établir le coût à neuf. On ne vous demandera pas d'aller chez Rona analyser les prix des matériaux et commencer à faire tout ça. C'est pas ça qu'on va vous demander. Donc ça, il faut bien comprendre que le coût à neuf, vous aurez le nécessaire pour en établir le calcul. Maintenant, comment ça marche au niveau du processus? Vous allez voir, ça a l'air compliqué, mais heureusement pour nous, ça ne l'est pas tant que ça. Première chose, et je l'avais résumé tantôt, le terrain. Le terrain est évalué tout seul de son bord. Comment l'évaluateur fait? Il sort des valeurs de d'autres terrains, des valeurs au pied carré de terrain. Il évalue la valeur du terrain avec d'autres terrains comparables, des méthodes d'allocation, évidemment, qui ont été vues dans le passé, c'est-à-dire qu'il va séparer la proportion terrain-bâtisse à l'évaluation municipale pour l'appliquer sur la vente, voir combien vaut le terrain dans la vente, des choses comme ça. Bref, il isole la valeur probable du terrain, tout seul, comme si le terrain était tout seul, comment le terrain vaut. De l'autre côté, coût à neuf du bâtiment, et des améliorations. En fait, tout sauf le terrain. Parce qu'en réalité, il y a une seule chose qui ne déprécie pas, c'est le terrain. Il n'y a personne ici dans la salle qui a la prétention de dire qu'il a acheté un terrain flambant neuf. Si quelqu'un vous dit ça, changez d'amis. Ou qui a acheté un terrain usagé qui est trop vieux. Impossible. Un emplacement. La seule chose qui ne peut pas vieillir, c'est un terrain. Un bâtiment peut vieillir. Du béton, ça peut vieillir. Hein? Ça se désagrège avec le temps. 50, 100 ans, 200 ans, le terrain, il va toujours être là. Il était là avant vous, il va être là après vous. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre ici. Voilà pourquoi on les sépare. Le terrain évalué à sa valeur le plus avantageux, tout seul. Et l'autre bord, le coût à neuf du bâtiment et de tout ce qui est construit, sauf le terrain. Ça se pourrait qu'on vous donne tout d'un coup, mettons le bâtiment, les améliorations, le garage, tout d'un coup, et ça se peut qu'on vous les donne séparément. Si on vous les donne séparément, il y aura des dépréciations séparées pour chacun. Si on vous donne tout le package d'un coup, il y aura un groupe de dépréciation pour l'entièreté de l'ensemble. Ça dépendra comment on va vous présenter l'information. Et dans les exercices, vous aurez les deux tantôt. Donc, vous allez voir ce que ça a l'air. C'est pas compliqué, on les calcule séparément ou on les calcule ensemble. Ça dépend comment on vous donne l'info. Il y aura 3 dépréciations à retirer. Dans l'ordre, il y a un ordre à respecter pour le retrait des dépréciations. Je vous en parle dans quelques instants. Physique, fonctionnel, économique. On va regarder ça ensemble. Ça vous donnera la valeur dépréciée du bâtiment et des améliorations. À la toute fin, qu'est-ce qu'on fait? On additionne terrain et la bâtisse dépréciée. On les met ensemble. Pouf, et voilà. Nous avons notre valeur marchande probable. Ça peut être contaminé. Ben à ce moment-là, c'est le terrain contaminé dans votre évaluation du terrain, la case qui est verte ici, vous aurez tenu compte de la contamination. Ça rentre dans l'évaluation du terrain. Et ça peut aussi rentrer dans l'évaluation de la bâtisse si la bâtisse elle-même aussi est affectée par la contamination. Des fois, c'est juste le terrain. Des fois, le bâtiment doit être à démolir. Mais gardez en tête que quand on évalue un terrain, on évalue un terrain. Donc, ça veut dire que si c'est contaminé, s'il y a des problèmes avec le terrain, ça sera dans l'évaluation même du terrain. Et la bâtisse, le cas échéant. Donc, comment on fait ça? Donc, maintenant, la partie la plus sensible,
Et la plus importante, je dirais, c'est celle-ci. Les dépréciations. La méthode du coût repose sur 3 grandes dépréciations majeures. C'est le cœur de la méthode du coût. Okay? C'est le cœur de la méthode du coût. La dépréciation physique, la désuétude. Désuétude, c'est comme un synonyme de dépréciation. Donc, désuétude fonctionnelle et la désuétude économique. C'est le cœur du fonctionnement même du principe de la technique du coût. Quand c'est neuf, puis tu regardes le sujet et qu'il n'est pas neuf, le sujet, bien, il faut prendre le neuf et le ramener à un équivalent du sujet. Voilà ce qu'il faut faire. Donc, on a du neuf, le sujet n'est pas neuf, eh bien, ce qu'on va faire, on va appliquer des dépréciations qui, heureusement pour vous, c'est l'évaluateur agréé qui a les connaissances pour en établir le tout. Vous n'avez pas les connaissances pour le faire. Gardez bien ça en tête, c'est l'évaluateur qui a les connaissances pour être capable de déterminer quelle est la dépréciation qui s'applique. D'ailleurs, on vous la fournirait. On vous la fournirait. Cette partie-là, il faut aller à l'école. Il faut devenir évaluateur agréé pour être capable de le faire. Mais si je vous la donne, le calcul qui reste, c'est simple. Physique. Qu'est-ce que c'est le physique? Le physique, c'est la perte de valeur causée par l'usure, l'âge, le vieillissement. Et je vais établir un constat, et désolé pour tout le monde, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Il y a un constat qui est, pour les bâtiments, très simple. Plus c'est vieux, moins ça vaut cher. Je fais référence, évidemment, aux bâtiments. Ne soyez pas offusqués. C'est un principe simple. Le coût à neuf, c'est le plus cher. Et plus ça vieillit, moins il y a de la valeur par rapport au coût à neuf. Prenez une voiture. Qu'est-ce qui vaut plus cher, une voiture neuve ou une voiture qui a 15 ans tout rouillée? Le principe est simple. Si on prend, exemple, un appareil neuf électronique flambant neuf ou usagé, un MacBook flambant neuf et le même MacBook utilisé pendant 3 mois, c'est sûr que le neuf est plus intéressant que l'usagé, l'autre est usagé. Dans les bâtiments, c'est le même principe. Une dépréciation physique, c'est l'âge. Plus le sujet est vieux, plus du coût à neuf sur papier, on va y enlever. Puis dans la dépréciation physique qui s'exprime en pourcentage, il y a 2 sous-composantes. Il y a ce qu'on appelle la dépréciation curable et incurable, qui tout ça mis ensemble, s'appellera la dépréciation physique. Qu'est-ce que c'est du curable? Et souvent, l'évaluateur agréé va l'indiquer comme ça. Curable, tant de pourcents. Incurable, tant de pourcents. Total des deux, tant de pourcents. Mettons 6%, 2%, ça fait 8% au total. Curable. L'immeuble sujet a un certain vieillissement dû à l'usure de certaines choses, mais qui pourrait être rénové et redonner de la valeur à l'immeuble. Ça vaut la peine de le faire et, comme exemple, refaire une toiture, des choses comme ça, et ça redonne, on récupère de la valeur à notre immeuble. C'est du curable. C'est réparable et ça vaut la peine. On va récupérer. Incurable, c'est que c'est tellement majeur et tellement grave que même si on faisait les travaux, exemple, la fondation est tout croche et tout cassée, on peut le faire, mais vous ne récupérez pas cet argent-là. Donc, ce sont des dépréciations qui ne seront pas compensées par des rénovations. Ça se répare, mais vous allez tellement payer cher que ça ne vaut pas la peine. N'oubliez pas que l'évaluateur, lui, il part du coût à neuf. Donc, s'il voit que la maison sujet, l'immeuble sujet, a une toiture remplacée et une fondation problématique, bien, il y aura un peu de vieillissement curable et un peu de vieillissement incurable là-dedans, donc de dépréciation physique totale qui sera la somme des deux. Mais ça va vous être fourni. C'est pas à vous de le déterminer, on vous le donne. Désuétude fonctionnelle. C'est une perte de valeur résultant d'un amoindrissement de l'utilité d'un bâtiment en raison d'un agencement qui ne correspond plus aux exigences actuelles. Mais quand on dit le vieillissement ici, gardez en tête qu'on parle, ici c'est peut-être pas précisé, le vieillissement dû aux tendances, dû au mauvais agencement intérieur. Exemple, vous avez des portes de chargement d'un entrepôt, mais les portes de chargement sont tellement vieilles qu'elles n'ont pas le format
des camions d'aujourd'hui. Elles marchent, les portes. Elles fonctionnent, les portes, ça rouvre. Mais pour les camions d'aujourd'hui, les 53 pieds d'aujourd'hui, c'est pas compatible. C'est fait pour les anciens vieux camions il y a 70 ans. Ça serait une désuétude fonctionnelle. Un autre exemple de désuétude fonctionnelle, peut-être plus pour vous illustrer un peu ce que c'est. Vous visitez une maison ou un condo, et peu importe le type de propriété, et vous arrivez dans la cuisine, et il n'y a pas de trou pour un lave-vaisselle. Pas possibilité de mettre un lave-vaisselle. Qui ici serait prêt à se passer d'un lave-vaisselle et le restant de ses jours faire la vaisselle à la main? Je pense qu'il y a des gens ici qui préféraient la sacrer aux poubelles puis racheter de la vaisselle chez Ikea à tous les semaines plutôt que la laver. Donc, bref, ce que je veux dire par là, c'est que l'acheteur qui verrait cette propriété-là, il dirait, hey, d'un point de vue fonctionnalité, il y a quelque chose qui me dérange et donc il y a une perte de valeur de l'immeuble. Donc, une désuétude fonctionnelle, c'est tout simplement que les choses ont évolué et que certains aspects de la propriété ne sont plus aujourd'hui, selon les normes, exemple, les kits de chargement, les portes de la les trous pour la vaisselle, agencement intérieur. On faisait comme ça à une époque. Maintenant, on ne le fait plus comme ça. Donc, voilà ici des études fonctionnelles qui seraient évaluées par l'évaluateur agréé. Vous n'avez pas les connaissances pour déterminer les pourcentages. Des études économiques, c'est la faute des autres. C'est la faute des autres. C'est des facteurs extérieurs qui viennent affecter la valeur de la bâtisse. On peut penser à l'inflation. On peut penser au marché immobilier. On peut penser également au secteur qui est devenu défavorable. On peut le voir un peu avec Montréal en ce moment. Ça commence à se sentir un peu. Hein, la violence armée et tout ça, bon, faut pas généraliser non plus. Mais il y en a une couple qui dit, écoute, on a vu des restaurateurs, par exemple. Ils disent, là, moi, je suis un peu tanné de Montréal, des parcomètres, des cônes oranges, des coups de feu. M'aller ouvrir mon restaurant ailleurs. Ça s'est vu, ça a passé aux nouvelles. Donc, à un moment donné, le secteur, l'offre et la demande, l'inflation peut faire en sorte que le marché est affecté. Pas vrai, l'immeuble est affecté par le marché. C'est pas la faute de l'immeuble, mais il subit les conséquences du marché. Ça s'appelle une désuétude économique. Eh bien, au final, ce qu'il faut faire, c'est partir du coût à neuf, et c'est ce qu'on va voir dans la petite démonstration qui est juste en dessous ici. Partir du coût à neuf, enlever la physique en premier. Ça va vous donner un sous-total. Du sous-total, on enlève le fonctionnel. Ça donne un autre sous-total. De cet autre sous-total, on enlève la dépréciation économique. C'est à la chaîne, très important de respecter ceci, c'est comme ça que ça marche. Physique enlevé en premier, sous-total. Fonctionnel enlevé en deuxième, sous-total. Économique enlevé, valeur dépréciée du bâtiment auquel on rajoutera le terrain à la toute fin. Ce que j'ai pu comprendre de ce qui m'a été donné comme information par rapport à un examen de l'OACQ, voilà la démarche qui semblait être à faire lors de l'examen. On donnait les paramètres pour établir le coût à neuf, on donnait les dépréciations, on donnait la valeur du terrain, arrivé à la valeur marchande probable de notre immeuble ici. Exemple mathématique de la démonstration ici. Donc, vous avez les infos d'un évaluateur agréé, oui, parce qu'on ne peut pas les inventer. Monsieur Kumba ici, garage, donc il y a un immeuble, il y a un garage ici, donc 175 000 ici pour le garage. Vous avez le terrain, 160 000. Le coût de construction du bâtiment est à 740, ça n'inclut pas le garage, là, c'est deux bâtisses séparées. Physique totale, 12 %. Fonctionnel total, 2 %. Économique, 8 %. Quelle est la valeur de cet immeuble locatif? On va commencer avec le total du coût de construction, parce qu'on n'a pas donné deux fois trois dépréciations. On a donné la dépréciation totale. Donc, à ce moment-là, on va tout mettre ce qui est construit, sauf le terrain. Donc, ici, on a bâtiment et garage. Bâtiment et garage, parce qu'on a une seule dépréciation totale, donc 12, 2 et 8. On n'a pas séparé garage et bâtisse. Donc, une seule dépréciation totale pour tout. Donc, on additionne les deux ensemble ici. Total de la construction, moins 12 % égale 805 200. C'est-à-dire, on enlève le vieillissement. On enlève les problèmes de fonctionnalité du sous-total, moins 2 %.
Ça donne un nouveau sous-total. De ce nouveau sous-total, on enlève l'économique. L'ordre est importante. Très important de respecter l'ordre. 8 725 968. Physique, fonctionnel, économique. C'est très important de respecter l'ordre ici. Si l'ordre n'est pas le bon, ça peut donner des mauvais résultats. Et ensuite, on additionne la valeur du terrain. Donc, ainsi, la valeur dépréciée du bâtiment est de 725 968. On ajoute la valeur du terrain, valeur marchande ici, 885 968. C'est ça, la technique du coût. C'est comme ça que ça marche. Vous n'avez pas la compétence, mais moi, je m'inclus là-dedans, je suis courtier également. On n'a pas la compétence pour trouver la méthode à utiliser et les coûts à neuf dans le marché. Il faut, pour l'examen loi CQ, qu'on vous les donne. Voilà pourquoi, dans la vraie vie, on lit des rapports d'évaluateurs agréés. On ne produit pas des rapports d'évaluateurs agréés. Mais, si je vous donne le prix au pied carré et la quantité de pieds carrés, comme ça, vous êtes capable d'établir le coût à neuf. On vous donnerait tout. C'est comme si je vous donnais un TV dinner, un repas à réchauffer, puis je vous dis, mettez ça dans le micro-ondes. On ne peut pas vraiment dire que vous êtes Jérôme Ferrer, là. On se comprend. Donc, quelque part, je vous donne tout. Établissez le coût à neuf avec les paramètres que je vous donne. Parfait. On va vous donner les dépréciations physiques, fonctionnelles, économiques. Vous n'avez pas la compétence. Moi non plus. Pour trouver dans l'industrie un lave-vaisselle ou des portes de chargement, ça vaut combien de pourcents? Ils ont des ouvrages, ils ont des manuels, ils ont des références. Fantastique pour eux. Mais, du coût à neuf, vous enlevez le physique, le fonctionnel et l'économique dans l'ordre, et le terrain. On vous donne également la valeur dans le marché d'un terrain équivalent. Vous l'appliquez directement. Moi, ce qu'on m'a envoyé comme information, c'est ça qui aurait été demandé à l'examen de résidentiel. Je ne vois pas pourquoi ça serait différent. C'est la même technique en commercial. Par contre, d'une grande discrétion au niveau des comptes rendus, j'ai eu vraiment très peu d'infos là-dessus, seulement tout récemment. Donc, on va la pratiquer. Pareil, en finance, de toute façon, on la pratiquait. Fait que voilà ici, qu'est-ce qu'on pourrait vous demander? Je vous dirais que pour l'examen commercial, je n'ai jamais eu de compte rendu que ça a été demandé. C'est au référentiel, c'est pas tant mystérieux, mais je n'ai pas de compte rendu que ça a été demandé de ce côté-là. Mais faisons un petit exercice pour voir si on est à l'aise de faire des petits calculs. Allons-y donc dans le cahier. Petit exercice de la technique ici. Ça sera pas bien long. Je vais juste aller me positionner dans le manuel ici. Et on va aller faire, il va y avoir numéro 10, numéro 11 et numéro 10 et 11, en fait. Si je vérifie ici, il m'en manque un. Numéro 11 ici. Commencez par le numéro 11, peut-être en premier. Donc, commencez par le numéro 11 et ensuite faites le numéro 10. OK? Donc, numéro 11 en premier, parce qu'il est plus petit. Vous voyez, il est plus petit un peu ici. Et ensuite, vous allez faire le numéro 10 ici directement. Fait que vous allez faire 11 et 10. On peut faire les deux en même temps. C'est pas très compliqué. Et placez votre pouce une fois que vous avez terminé. Vous remarquez que dans le numéro 10, il y a 3 items. Il y a une usine, il y a un entrepôt et il y a un stationnement. Et chacun a ses dépréciations séparées. Donc, il faut tout traiter séparément. Alors que le numéro 11, c'est juste ici. On vous donne l'usine et l'entrepôt, mais dépréciation globale, totale pour les deux. Donc, c'est la même dépréciation pour les deux. Donc, allez-y. Numéro 11 en premier, suivi du numéro 10 et placez votre pouce quand vous avez terminé. On va finir avec ceci et je prendrai les présences ensuite. Allez-y, bon exercice. Si vous n'avez pas la possibilité de le faire, mettez l'horloge. Et vous pouvez enlever votre pouce que vous aviez placé tantôt. Mettez l'horloge si vous n'êtes pas capable et vous avez évidemment là pour les circonstances de le faire maintenant. Allez-y, bon exercice.
508.
directement. Ce ne sera pas bien long. Je vais prendre un tableau blanc pour tout vous résumer ce qu'on va faire. Donc, ce ne sera pas bien long. Vous allez faire à la maison. C'est question, je vais marquer ici en fait page 30. Question amorce et de 1 à 8 ici et l'étude de cas numéro 1. Étude de cas numéro 1 ici. Pour ce qui est de vos dates d'intra, donc pour ce qui est des dates d'intra ici, on va aller voir la projection qu'on avait parlé tantôt. Donnez-moi un petit instant. On avait regardé du 16 au 18 et donnez-moi un petit instant. Je vais aller chercher votre élément ici. 43, vous êtes où? Vous êtes qui? 43, 109. 109 ici. Je pense que nos dates qu'on avait envisagées sont très bonnes, sont probables ici. Donnez-moi un petit instant. Si je regarde votre horaire, 43, 109. Finance. Ça nous amènerait ici, effectivement, après le cours, on est ici 11, 17. Donc, on fait chapitre 3 ici, chapitre 4, fini 3, chapitre 4, deuxième, chapitre 4, troisième. Oui, on serait capable de le faire, effectivement, à ce moment-là. Donc, on irait ici, en fait, du 16 au 18. 16 au 18, c'est ce qu'on avait envisagé précédemment. Donc, parce qu'en réalité, on a un cours le 15 et je vais être sûr. Écoutez, Sylvie, ça, malheureusement, les vacances, je peux pas, il va falloir trouver une façon de le faire parce qu'à un moment donné, c'est tout le monde a ci, tout le monde a ça. C'est pendant la session scolaire, donc on est obligé de toutes les dates jusqu'au 17 février sont des dates potentielles. Donc, ici, évidemment, on va le mettre du 16 au 18. On aura terminé ici. Semaine, écoutez, c'est parce que moi, le danger que je vois, là, si on fait ça en janvier, c'est que vous allez avoir oublié la moitié. Moi, je vous le dis tout de suite, ça pourrait être dangereux. Moi, ça ne me dérange pas, mais s'il y a des notes qui ont des échecs, le risque, c'est vous qui le prenez. Hein? C'est vraiment vous qui le prenez. Ça veut dire qu'on se retrouverait à peu près dans le coin du 10-11 janvier au retour. Je n'ai pas la date exacte. C'est presque un mois de plus sans rien faire. Moi, je vous le dis tout de suite, d'historique, là, attendre autant de temps, là, ça va peut-être vous décourager de finir le cours parce que vous allez avoir, évidemment, un échec ici. Donc, c'est pour ça que je vous dis, à un moment donné, je ne peux pas trouver une date. Je ne peux pas trouver une date qui va faire plaisir à tout le monde. Le cours a été annoncé comme ça. La seule chose qui peut arriver, c'est que si lors de votre inscription, vous avez signalé au Collège des périodes, voyez avec eux, évidemment, par rapport à ça ici. Pour le faire, je vous dirais que honnêtement, là, ça dépend de votre... 6 heures pour le faire, je vous dirais en 6 heures pour faire l'intro, non. Non, ça prend moins de temps pour faire ça. Je vous dirais un bon 3 heures, assis, tranquille, pas de téléphone cellulaire à répondre et à faire des appels. Lâchez Facebook, OK? N'écoutez pas le Price is Right en même temps, là. Juste concentré. En 3 heures, vous devriez être capable de le faire en moyenne ici, évidemment. Et vous auriez à le remettre le 18. C'est-à-dire le 16, vous l'avez, et vous avez 3 jours. Vous téléchargez le document, vous avez 3 jours pour le faire. Vous pouvez le remettre le 16, vous pouvez le remettre le 17, vous pouvez le remettre le 18 avant 23h59, effectivement. Donc, je vais avoir besoin du cours du 15 décembre pour justement faire ça tout de suite après. Mais je vous le dis, historiquement, là, un mois de vacances à Noël, parce que si on revient au 8, 9, 10 janvier, là, ça prend un mois, là. C'est carrément un mois, là. Pratiquement, là, c'est 3 semaines et quelques. Je vous le dis, là, historiquement, là, pour l'avoir fait dans le passé, là, ça vire en catastrophe. Et si vous avez un échec grave à l'intra, vous vous mettez en danger pour la réussite du cours. Donc, normalement, dès qu'on aura fini le chapitre 4, le 15 décembre, clenchez ça, débarrassez-vous-en, évidemment. Au pire, ayez avec vous peut-être une tablette, vous allez sûrement apporter un ordinateur, vous allez avoir quelque chose avec vous. Il y a moyen de le faire. C'est pas très long. Prenez-vous un petit temps pour le faire. Je vous le dis, c'est pas bien grave. Et en plus, l'examen, il est à choix multiple. Il est à choix de réponse. Donc, il y a moyen de travailler et de faire quelque chose quand même de ce côté-là. Donc, on finirait au prochain cours. En fait, on ferait au prochain cours le 24 novembre, chapitre 3. Grande partie du chapitre 3 au prochain cours. Le 12-01, on finirait chapitre 3, on commencerait chapitre 4. Le 9 et le 15, on finit chapitre 4. Peut-être même commencer le chapitre 5 ici. J'ai fait une fois sur iPhone. Bon, c'est sûr que c'est pas évident, mais bon, bref, ça peut se faire. Il y a moyen de faire quelque chose, OK? Il y a moyen de faire quelque chose. C'est pas impossible de le faire
de ce côté-là. Donc, voilà ici comment on va faire. Et même à la limite, je vais regarder ma version d'examen, parce que j'ai différentes versions. Même à la limite, ce que je pourrais faire pour vous aider un peu, je ne vous donnerai pas l'intra d'avance, mais je pourrais vous donner la grille réponse d'avance, c'est-à-dire la feuille des choix de réponse à cocher. Puis à la limite, grosse limite, si vous êtes vraiment là à l'autre bout du monde, pas capable de pouvoir le faire, là, vous l'imprimez avant. Et quand vous recevez le PDF sur votre téléphone, sur votre tablette, puis vous avez votre calculatrice avec vous, cochez avec votre crayon sur la feuille, puis envoyez-moi une photo avec votre cellulaire si vraiment vous êtes coincé. Et à ce moment-là, je pourrais quand même le corriger en recevant le document là, exceptionnellement dans le système. C'est sûr que c'est mieux de le faire sur le PDF, mais worst case scénario, voilà comment on pourrait le faire. Mais bref, c'est possible de le faire. Okay? C'est possible de le faire de ce côté-là. Et comme je dis, 3 heures, là, vous êtes pas mal en business. Placez-moi tout le monde votre pouce. Je vais prendre les présences. Donc, vous avez à l'écran ici, question page 30 et plus. En fait, je vais mettre un petit plus parce qu'il manque un petit plus ici. Donc, question d'amorce et de 1 à 8. L'étude de cas 1. Correction au prochain cours. Donc, correction au prochain cours. Et on attaquera notre chapitre 3 ensuite. Donc, tout le monde, laissez-moi votre pouce allumé. Je vais juste aller rentrer présence et je vous reviens. Ça sera pas bien long.